Cette question m'est venue hier soir quand vous avez tous chanté le Foucan Zazengue et j'étais dehors et c'était incroyablement beau avec les montagnes, même après quand vous avez arrêté, ça a continué. C'était, j'ai vu une étoile filante, bon, c'était super. Et la question c'est pourquoi les maîtres ils disent qu'il n'y a rien à, je ne sais pas les mots, mais rien à gagner en zazen, quand au même moment les mérites ils sont énormes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les mérites sont énormes. Ils disent pas qu'il n'y a rien à gagner, ils disent que euh, c'est incompatible avec un but personnel. Tu comprends? On ne peut pas pratiquer dans l'esprit d'obtenir quelque chose personnellement pour l'ego. Parce que précisément, c'est quand il n'y a plus d'ego qu'on s'éveille. Donc il ne s'agit pas de développer. Alors ça, c'est le bouddhisme, en fait, Hinayana. Les deux véhicules, il y a trois véhicules, il y a le Hinayana, les auditeurs et le Mahayana. En fait, le Mahayana, c'est le monde qu'on nous prédit. Tu vois, c'est la quatrième dimension ou la cinquième dimension, le Mahayana. C'est sans ego. C'est la dimension du Bodhisattva, c'est vraiment ça. Maintenant, je m'en rends compte. Les autres, le Hinayana, c'est le développement de l'ego, c'est-à-dire de vouloir être une personnalité euh, euh, plus grande ou plus forte, ou qu'à l'illumination, qu'à le Satori, euh, etc. Quoi. Et alors évidemment, à titre personnel, il faut aussi évoluer à titre personnel. Mais justement, ce qu'il faut découvrir, c'est la non-naissance et la non-mort. C'est-à-dire que on, c'est l'ego, quand l'ego touche un phénomène, aussitôt qu'il est touché par l'ego, il a une naissance, il paraît avoir une naissance, donc une maturité et une mort. Mais si l'ego le lâche, tu te rends compte que chaque phénomène est libre. C'est ça la grande découverte, la grande dimension, et c'est ça la création de la réalité, si tu veux. Donc alors, nous, on est perdus parce que toute notre société nous pousse tout le temps à avoir un ego, et celui qui n'a pas un ego, carrément, il est fou, quoi. Donc c'est un truc ancré très très profondément. Et puis les religions, c'est toujours, bon bah, on est chrétien et le Christ, c'est un gros ego, l'ego d'un mec, que ça fait 2000 ans qu'on fait des guerres, ou l'ego de Mahomet, tu vois, les prophètes. Et maintenant, les nouveaux maîtres nous disent, mais non, c'est pas euh, c'est pas la peine de vouloir être plus que les autres, ni de chercher un maître qui soit plus que les autres, parce que ça crée des déséquilibres. Parce que par exemple, dans un foie, il n'y a pas une cellule qui doit être plus que les autres. Tu vois? Et donc le changement de conscience, quand on regarde le tissu d'un organe, par exemple, tu vois, qui est fait de cellules spécifiques, euh, chaque cellule existe en tant qu'individu, mais est-ce qu'on doit les considérer comme un tissu ou comme une cellule? Tu vois? Et donc je pense que dans l'ère du Verseau, on va justement vers une conscience différente, de la même chose, mais différente, euh, euh, où la grandeur de chacun nous transcende. On est transcendé par notre propre grandeur. Tu vois? Alors, et Zazen, c'est complètement ça, quoi. Zazen, c'est complètement ça. Ça sert à rien au niveau individuel. Je veux dire, tu fais des Zazen où t'es complètement. Où tu fais des Zazen où t'es. Alors, je dis bien. Où subjectivement, tu es objectivement au top, par exemple. T'es complètement normal.
C'est ça que j'aimais chez Sensei. Il disait, pour nous faire chier, il disait ouais, le zen, c'est le retour aux conditions normales. Mais franchement, on disait oh, ah bon bah. Non, mais franchement, le retour aux conditions normales, on n'aimait pas ça, quoi. Quand on me dit qu'il faut être normal, c'est-à-dire il faut avoir une carte de crédit, tu vois, il faut avoir une puce sous-cutanée, tu vois, ou un passeport biométrique où on peut savoir, il faut avoir un téléphone portable où tout le monde sait où t'es, ça c'est être normal, quoi. Alors on dit, ah, bah, si c'est ça le zazen, ça ne nous intéresse pas. Mais la normalité dont parle Sensei, c'est la bodhéité. Mais la bodhéité est complètement normale. Et elle est normale cosmiquement. C'est à une puissance et connectée à quelque chose. Et c'est ça le zazen. Mais après, tu sors du zazen. Bon, tu te sens bien. Au mieux, tu te sens bien, quoi. Mais après, il faut jouir du fait de n'être personne, quoi. Parce que quand tu es personne, eh ben, tu peux voir des spectacles comme celui que tu as vu hier soir. Tu comprends? Tu as vu une interdépendance. Quand tu es personne, tu ressens l'interdépendance. Et l'interdépendance, elle est 10 fois plus grandiose. Et donc, on est en train de vivre en ce moment la mort de l'ego, la mort d'une société où l'identification, c'est l'ego, tu vois. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'on a des moments de souffrance extrême où on se sent tordu et où on ne sait plus où se mettre, quoi faire, quoi penser, où on se sent menacé par d'autres égos méchants qui se sentent mal aussi, etc., etc. Et en fait, c'est la mort d'un processus, d'un truc qui va plus être utilisé, quoi. Parce que quand les cellules ne sont pas les cellules d'un organe ne sont pas harmonieusement homogènes, eh ben on est malade, on n'est pas normal, tu comprends? Et on est en interdépendance entre toutes choses, et même les objets, quoi. Et ça, on apprend à le découvrir. C'est-à-dire que quand je touche cette cloche, il y a un échange d'amour, un échange d'énergie, un échange d'informations, et elle prend elle prend ma fréquence et je prends sa fréquence, et on est tous comme ça, quoi. Et donc Zazen, c'est les grands maîtres, ils ont toujours d'abord voulu passer inaperçus, euh, et, et, et puis ils ont jamais dit le Zazen, c'est ce qu'il y a de mieux, enfin pas dans ce sens-là, pas dans un sens compétitif. Ouais, Zazen, ouais, bah, c'est juste le retour aux conditions normales, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Ah bon? Et enfin, où le disciple Basso, il voulait absolument devenir Bouddha, avoir le Satori et tout, avoir un grand truc. C'est normal, c'était un géant comme Loïc, tu vois. Donc il avait des pulsions en proportion aussi de sa taille, quoi. Et de sa force, il était très fort. Et alors, je ne sais plus vraiment l'histoire, mais il cherchait tout le temps le Satori. Son maître, ça l'énervait et tout ça. Alors il demande à son maître, mais comment on peut, comment on peut prendre conscience non, non, où est-ce que je peux trouver le Bouddha? Où est-ce que je peux attraper le Bouddha? Et tout ça. Il demandait à son maître. Et son maître, il lui prend le nez, il le tord de toutes ses formes, et là, il dit, ça y est, j'ai attrapé le Bouddha. Il dit son maître. Enfin, des conneries comme ça, quoi. C'était hyper simple. Et il a pas. C'est comme les conditions normales. Maintenant, maintenant, je relis les coussins de mon maître de Sensei. Je les ai tous entendus. J'étais toujours là, j'ai tout entendu en zazen. Je les adorais, ça. J'étais heureux. Pour moi, c'était la complétude totale. Maître Deshibaru et moi assis face au mur, j'étais follement heureux, quoi.
Et quand il est mort, enfin très rapidement, j'ai eu du mal à les lire. Et puis plus ça allait, plus j'essayais de lire les Kusen. Je disais, tiens, bah, je vais faire un Kusen à partir des Kusen de Deshimaru. Je lisais le truc et je disais, je sais pas, je les aimais bien quand ils les faisaient, mais à les lire comme ça m'intéresse pas. Et maintenant j'y retrouve, j'ai trouvé l'état d'esprit pour y retrouver les trésors de l'enseignement de Sensei. Ils sont très durs à trouver parce que c'est tellement ordinaire, ces trucs, c'est tellement ordinaire que tu te dis, bon, ouais, mais c'est un peu, quand à lire, c'est pas intéressant, il dit rien, il dit que des bêtises. Comme le maître qui disait, voilà, l'amour, la haine, la bêtise, c'est pas un obstacle dans la voie du zen. Voilà, et Sensei, il le mettait en pratique tout le temps. Alors quand tu risques de tomber à côté, mais le zen, c'est les conditions normales. Mais quand tu piges ce que c'est à une haute dimension, parce que je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui est normal, il n'y a plus grand-chose qui soit normal maintenant. Donc voilà, je sais pas. Et donc, ouais, bah, tant mieux, le Fukan Zazengi. Puis on a aussi écouté le son du Satori, le son du silence, quand on a la chance d'avoir un espace où il n'y a pas de bruit parasite. Donc c'est le son des arbres. Avant, on apprenait le Dharma, il n'y avait même pas de maître, il y avait juste des grands arbres. Et puis le son que faisaient ces arbres, qui n'était d'ailleurs pas un son, parce qu'on n'entendait rien, on entendait peut-être vaguement un souffle, et ben ça éveillait l'esprit des mecs, ils avaient le Satori, tu vois. Puis après, il y a eu des bodhisattvas, il y a eu des bêtes, il y a eu Zazen. J'ai déjà entendu cette histoire plusieurs fois où avant on n'avait même pas besoin de faire Zazen, juste on respirait l'odeur d'une fleur et ça y est, c'était bon, quoi. Voilà. Et quand on a compris ça, tu vois, quand on a compris, on n'a jamais compris, parce qu'à chaque fois on le comprend plus profondément, mais quand on a compris cette dimension du zazen, qui n'en est pas une, puisqu'elle est multi-hyperdimensionnelle, mais quand on a compris ça, on peut pratiquer d'autres choses, tu vois. Euh, c'est pas gênant, c'est pas un problème. Tu vois, au contraire d'ailleurs, on s'intéresse, on s'intéresse, genre ah, ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites, ah et on est passionné. Vraiment, franchement, j'aimerais vraiment partager avec vous. J'ai plein de questions à vous poser, ça m'intéresse beaucoup. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, je fais du zazen, mais c'est pas important. Tu vois, moi c'est comme ça que je dis, ouais, je fais du zazen, mais parce que si tu mets ton zazen en avant, tu vas gêner. Tu vois, ça va faire des courts-circuits, le gars il va pas être à l'aise, ou n'importe quoi. Alors tu dis, je fais du zazen, mais non, non, j'en parle pas, c'est rien, je fais ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est votre truc. Alors tu peux t'ouvrir à voir d'autres choses. Si c'est pas sérieux, bah, tu laisses tomber. Et si c'est intéressant, bah, tu le fais jusqu'à ce que tu sois dit, bon, bah, c'est bon, mais le zazen, ça restera toujours le zazen. Et un point où tu peux te régler. Parce que si tu pratiques certaines choses qui te dérèglent et que tu vas un peu trop loin dans certaines recherches, c'est normal, on est là pour s'instruire, tu vois. Pof, tu reviens au zazen, tu fais un bon zazen bien sérieux, bien fort, et boum, tu reviens au centre et il n'y a plus de problème, quoi. C'est fabuleux, tu vois. Une autre question? Yeah. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans nos vies quotidiennes, on expérimente et en l'espace de un mois sans séchine, on a l'impression qu'on a traversé je ne sais quoi, qu'on s'est éloigné de la voie, etc. Alors qu'on a pratiqué tous les jours et qu'on a fait des bonnes choses et qu'on a assuré, et qu'on était concentré.
Et malgré tout, quand on vient en Séchine, on a l'impression que c'était très loin, quoi, qu'on est parti très loin. C'est à propos de ne pas se tromper. Qu'est-ce que c'est que se tromper? Et est-ce que le principe de se tromper, justement, n'est pas qu'on s'en aperçoit après, c'est de tromper? Ouais, bah par voilà. principe, C'est ce que je viens d'enseigner ce matin. appliquer... C'est l'histoire de ce matin. L'enseignement de l'histoire de ce matin, c'est à propos de ça. Il y a un maître qui disait, faut pas se tromper, faut faire comme ci, faut faire comme ça, mes disciples, ils sont bien, les vôtres, votre maître, il n'est pas authentique, etc. Et l'autre maître, il disait, on se trompe pas puisque il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. L'erreur n'a pas de naissance, elle n'a pas de fin. Donc il n'y a pas d'erreur. Donc il disait, nous, on n'a pas peur de se tromper. Donc on se trompe pas. On peut se tromper. Dès le moment où ton ego, le tout c'est de savoir abandonner l'ego, c'est tout. Dès le moment où ton ego, il s'identifie à une erreur, elle existe. Elle a une naissance et une mort, et t'es dans l'erreur. Et tout est comme ça, et même la posture, c'est dans la posture qu'on le ressent. T'es assis, tu sens une tension. Il ne faut pas bouger, mais tu l'observes, tu sens qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a plein des trucs. Alors, tu sens, et puis tout d'un coup, tu t'aperçois que tu as oublié. Tu n'as pas bougé, tu as oublié. Et tu sens une autre tension ailleurs. Tu ne bouges pas. Tu la laisses. Si ça veut bouger tout seul, tu laisses. Et tu bouges pas, tout ça, et puis pof, et tout d'un coup, tu t'aperçois que tu as oublié et que tu as une autre, troisième tension. Tu bouges pas. Si elle veut bouger toute seule, tu la laisses. Etc. Et tu l'oublies. Et tu te rends compte que ces tensions n'ont ni naissance ni disparition. Elles existent, tout existe, mais n'existe pas. Et ça va plus loin que notre corps. Évidemment, dans Zazen, comme tu le sens tellement intimement, c'est un enseignement profond qui marque tes cellules et qui après va peut-être influencer, peut-être, je m'en fous, mais peut-être va influencer ta vie quotidienne et faire évoluer ton comportement dans la vie quotidienne. Mais les phénomènes grossiers de la vie quotidienne à la con, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils n'existent pas. Mais de là à ce qu'on accepte que ça n'existe pas, il y a une grosse difficulté parce qu'on a peur de la schizophrénie, quoi. Mais un peu de schizophrénie, c'est pas mal. Enfin, le bouddhisme a une partie de schizophrénie, puisqu'il dit non, mais tout ça, ça n'est pas né, ça n'a jamais apparu, et ça ne disparaîtra jamais. Donc, on n'a pas besoin d'essayer de le faire disparaître, parce que ça disparaîtra jamais, puisque c'est jamais apparu. Oh, putain, je suis schizo, là. Donc, il faut arriver à maîtriser ça et à arrêter de se faire souffrir soi, parce qu'on se fait souffrir à mort tout le temps, hein. Et moi pareil, et arrêter de faire souffrir les autres, parce qu'on rentre dans des interdépendances, parce que l'ego a touché le truc, donc ça devient vrai, tu vois. Moi j'ai un prof, ça n'a rien à voir, mais qui disait quand vous partez en voyage, que vous oubliez votre baraque, vous voyagez, vous oubliez votre baraque, et puis vous revenez chez vous, et il y a plein de poussière. Et en fait, il y a plein de poussière. Cette poussière, c'est parce que vous avez lâché, votre ego a lâché son attachement à la maison. Donc la maison, petit à petit, se désagrège. Elle disparaît en poussière. Et quand vous revenez, vous retrouvez la poussière. Ah, je
trouve ça assez poétique. Ouais, c'est vrai. Voilà, bon bah alors écoutons, on va bouffer, puis on se calme. Merci beaucoup. Negawa kuwa kono kudoku o mote amane ku issai ni o yogoshi. Warela to shujo to mina tomoni utsudo o jozen koto o